Salut à toi, c'est Guillaume de la blockchain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de la loi de Metcalfe cette fois-ci. Pour rappel, j'ai fait plusieurs vidéos, plus de 10 il me semble, à ce stade, à propos des lois appliquées à Bitcoin, de certaines formules. Voilà, tout ça donc nous sert à mieux comprendre Bitcoin, tout ça nous sert à mieux envisager, mieux cerner, mieux anticiper. Voilà. Donc, je pourrais utiliser plein de verbes différents pour exprimer l'idée, mais je pense que tu l'auras compris. On veut avoir une vision plus claire de la chose. Et donc, aujourd'hui, c'est Metcalfe. Donc, j'ai préparé quelques éléments qui vont permettre de déterminer si ça tient la route ou pas pour Bitcoin. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Pas trop, pas du tout. On va voir ça. Allez, c'est parti. Donc, un fax tout seul, ça ne sert strictement à rien. Personne à qui envoyer finalement quoi que ce soit. Mais dès qu'il y en a des milliers, reliés entre eux, ça devient un outil indispensable. La valeur ne provient pas de l'objet, elle provient du réseau. C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo avec Bitcoin. Est-ce que sa valeur suit la même logique? Et si oui, qu'est-ce que ça peut nous dire sur son avenir? Donc on appelle ça la loi de Metcalfe. Donc Robert Metcalfe, c'est l'ingénieur qui a inventé le protocole Ethernet et fondé l'entreprise Treecom. En 1980, il énonce une idée assez simple, mais qui va devenir centrale en économie des réseaux. Sa loi dit ceci: la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Si un réseau a 10 utilisateurs, sa valeur théorique est proportionnelle à 100. Parce que 10 au carré, ça fait 10 fois 10, et 10 fois 10, ça fait 100. S'il passe à 100 utilisateurs, sa valeur ne fait pas que 10 fois plus, elle ne fait pas que fois 10, elle est proportionnelle à 10 000. Parce que 100 au carré, ça fait 100 fois 100, et 100 fois 100, ça fait 10 000. C'est une croissance exponentielle, pas linéaire. Parce qu'à chaque nouvel utilisateur qui rejoint un réseau, parce que chaque nouvel utilisateur qui rejoint un réseau ne se contente pas d'ajouter une personne de plus. Donc, il crée une connexion possible avec chacun des utilisateurs déjà présents. Voilà, la nuance. Donc, un téléphone tout seul ne vaut rien, pareil. 2 téléphones, ça permet de faire un appel. Et 1000 téléphones, ça permet des centaines de milliers de combinaisons d'appels possibles finalement. Parce qu'il n'y en a que 1000 que... Voilà. On a vu cette dynamique avec le tel, avec le fax, et plus récemment avec les réseaux sociaux. Donc, Facebook ne valait rien avec quelques étudiants de Harvard, et il vaut à présent des centaines de milliards de dollars avec près de 3 milliards d'utilisateurs actifs. Donc la question qu'on se pose depuis une dizaine d'années dans l'univers crypto, bon, même si là c'est Bitcoin, hein, mais peut-être qu'on peut inclure les cryptos de manière générale, étant donné que parfois on fait des échanges, par exemple USDT Bitcoin, Bitcoin USDT, ou bien Monero Bitcoin, Bitcoin Monero. Bon. Mais ça reste, là évidemment, encore une fois, on s'intéresse au réseau Bitcoin uniquement. Donc, est-ce que Bitcoin en tant que réseau obéit à la même mécanique? Alors la formule tout de même, elle n'est pas bien compliquée comparée à d'autres vidéos. C'est sûr que là c'est un peu plus simple à cerner. Donc là, V égale K fois N au carré, donc, où K est une constante qui dépend du contexte, le type de réseau, la valeur moyenne par connexion, etc. On va le voir ça. V, eh bien, c'est la valeur du réseau, et N, c'est le nombre d'utilisateurs ou de nœuds du réseau. Aujourd'hui, mi-juillet 2026, on a une CAPI de 1330 milliards de dollars. Je crois qu'on avait passé les 2000 milliards de dollars en fin 2025. Les adresses actives quotidiennes, on est à environ 700 000. Bon, ça varie pas mal, on va voir ça aussi après. En tenant compte du récent rebond de 9% depuis le creux des 660 000 de décembre 2025. On va voir ça ici. Donc on peut isoler K comme ça, en procédant donc à ce calcul qu'a réalisé Claude. Donc avec ces chiffres, la loi de Metcalfe appliquée à Bitcoin donnerait approximativement valeur égale approximativement 2,7 fois n au carré. Voilà. Après, bien sûr, on peut prendre d'autres valeurs. C'est pour ça qu'il faut pas faut mettre ce égal là. Donc pour appliquer la loi de Metcalfe à Bitcoin,
il faut d'abord définir ce qu'est un utilisateur du réseau. Donc la métrique généralement utilisée, c'est le nombre d'adresses actives par jour, c'est-à-dire le nombre d'adresses uniques qui envoient ou reçoivent du BTC sur une période donnée. Donc plusieurs chercheurs et analystes s'y sont penchés. Le plus connu est Ken Alabi, dont les travaux montrent une corrélation forte. Alors, attention, qui dit corrélation ne dit pas nécessairement causalité, mais voilà. Une corrélation forte entre le nombre d'adresses actives et le prix de BTC. De cette recherche est né un indicateur, le NVM, pour Network Value to Metcalfe. C'est un ratio qui compare la capitalisation réelle de BTC à sa valeur théorique selon la loi de Metcalfe. Donc, quand ce ratio est très élevé, ça peut signaler une survalorisation. Quand il est bas, ça peut signaler une sous-évaluation. Bon, pour rappel historique, pour donner du poids à l'argument, en 2010, un BTC s'échangeait à moins de 10 centimes de dollars américains. À l'époque, il y avait une poignée d'utilisateurs, puis le nombre de wallets et d'adresses actives a explosé, et le prix a suivi une trajectoire qui, sur le papier, ressemble beaucoup à une courbe en n au carré. En soi, c'est un argument séduisant. Plus il y a de gens qui utilisent, détiennent et échangent des bitcoins, plus le réseau devient utile, et donc plus il devrait y avoir de valeur. Mais la réalité récente du réseau vient sérieusement nuancer cette belle mécanique. Voici ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois notamment. En août 2025, le réseau atteint un pic d'environ 938 600 adresses actives par jour, quasiment 1 million. Un nombre impressionnant qui suggérait une adoption en pleine accélération. Sauf que 4 mois plus tard, en décembre 2025, ce nombre était retombé à environ 660 000 adresses actives. C'est une chute de plus de 30% en quelques mois. Et ce recul s'est accompagné d'une baisse aussi du revenu quotidien des mineurs. Bizarre. Des miners, please, passé d'environ 50 millions à 40 millions de dollars sur la même période. Donc un signal que l'activité économique réelle du réseau ralentissait, c'était pas juste un nombre cosmétique. Et depuis, on observe un rebond. Les adresses actives ont bondi de 9% récemment, et en juin 2026, le nombre de transactions quotidiennes a dépassé les 800 000, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 2024. Mais attention, une grande partie de ce pic de transactions vient de transactions à faible valeur liées à des protocoles comme Ordinals, et Runes, des inscriptions de type NFT, etc. Ce n'est pas la même chose qu'une activité économique réelle avec des transferts de valeur significatifs. C'est de la shit connerie. Tout ça, on s'en tape. Même si c'est le free market, tout le monde fait ce qu'on veut. Bon, en vrai, c'est insignifiant, dans le sens où voilà, ça sert à rien. C'est pas important, tu vois. Ça répond peut-être à une certaine demande, mais c'est pas important. Voilà. If you know, you know. Autrement dit, le nombre brut d'adresses actives peut monter sans que ça traduise une vraie adoption économique. Voilà. Donc en gros, est-ce que le boulanger ou le charcutier s'est fait payer en bitcoin aujourd'hui dans la rue, dans telle ville? Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'adoption économique. Et il faut être honnête sur les failles de ce modèle. Donc, premièrement, toutes les adresses ne se valent pas. La loi de Metcalfe, dans sa version originale, suppose que chaque utilisateur apporte une valeur équivalente au réseau. Or, une adresse qui détient 10 bitcoins n'a évidemment pas le même poids économique qu'une adresse qui détient 0,001. Deuxièmement, une adresse n'égale pas une personne. La plupart des utilisateurs ont plusieurs wallets, plusieurs portefeuilles. Ça veut dire que le nombre d'adresses actives surestime probablement le nombre réel d'utilisateurs uniques. Troisièmement, il y a un problème de sens de la causalité. Est-ce que plus d'utilisateurs fait monter le prix, ou est-ce que plus d'utilisateurs fait monter le prix, ou est-ce qu'un prix qui monte attire plus d'utilisateurs, qui du coup crée plus d'adresses actives? Donc les deux dynamiques se nourrissent l'une l'autre, ce qui rend très difficile d'isoler un lien de cause à effet clair. Et enfin, il y a un risque de biais narratif. Utiliser une loi qui a l'air scientifique et rigoureuse pour justifier a posteriori n'importe quel objectif de prix. Donc on se souvient par exemple des projections de l'analyste Tom Lee qui évoquait un bitcoin à 25 000 dollars en se basant en partie sur ce type de raisonnement, une cible qui a été atteinte, mais qui montre surtout que ces modèles servent souvent à habiller une conviction déjà prise plus tôt qu'à la démontrer. Il était convaincu d'ailleurs que le palier des 250 000 allait être touché fin 2025, début 2026. Voilà. Donc, verdict, elle donne un cadre théorique solide pour comprendre pourquoi un réseau comme Bitcoin peut prendre de la valeur à mesure que son adoption grandit. Donc, l'intuition de base, plus d'utilisateurs, plus d'utilité, plus de valeur reste pertinente, d'accord. Mais ce n'est pas
une martingale. Donc une martingale, la définition du touriste, est une stratégie de mise consistant à doubler son engagement après chaque perte dans l'espoir de récupérer les pertes accumulées dès le premier gain. Donc à l'origine issue des jeux de hasard, elle est parfois utilisée, appliquée au marché financier. Les données récentes le montrent bien, non, le nombre d'adresses actives n'est pas monotone, il monte et descend avec les cycles de marché, et une partie de la croissance récente reflète des usages marginaux plutôt qu'une adoption économique de fond. C'est une grille de lecture finalement, pas un prisme extraordinaire à appliquer quoi qu'il arrive. Et donc comme promis, voilà, donc là on a une très bonne idée avec ce graphique. On voit que là le prix a beau être supérieur par rapport à 2022, ou même là, 2019, 2018, voilà, on est à des niveaux donc qui ont été touchés déjà il y a quelques années. Voilà. Donc ce passage aussi était pertinent. By June 2026, Bitcoin recorded over 800,000 daily transactions, the highest since 2024. Donc en juin 2026, on a atteint 800 000 transactions journalières, donc plus haut comme j'avais dit depuis 2024. Et malgré cette explosion, accélération, augmentation, une grande proportion donc émanait de protocoles, de transactions de protocoles à faible valeur, plutôt que d'échanges économiques significatifs et qui, comme je le disais il y a quelques minutes, reflètent véritablement une adoption économique, quoi. Donc cette distinction est cruciale pour les investisseurs qui ont besoin de comprendre où les activités économiques réelles résident face à l'inflation du nombre de transactions, par exemple la création de photos de singes, je sais pas quoi. Voilà qui est fait, je m'arrête ici. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions, si tu penses que j'ai oublié un élément, plusieurs éléments, si même tu penses que j'ai fait une erreur, plusieurs erreurs. N'hésite pas également, encore une fois, à aller voir la playlist avec toutes les vidéos dans le style, avec les autres lois, les autres formules, tout ça. Et je te dis à dimanche pour le prochain épisode de la série Bitcoin Early Cycle décembre 2026. Et à ta liberté.